Bienvenue au Technicentre Est européen à Pantin, près de Paris, anciennement connu sous le nom d'établissement de maintenance du matériel de l'Ourcq. Et oui, ce DVD est consacré aux voitures et également à leur maintenance. Voilà donc pourquoi nous sommes dans un centre de maintenance, le centre, disons, de l'Ourcq. Alors pour vous situer les choses, on est à 5 km de Paris, Paris-Est, et là, vous entendez passer, bien c'est les trains, les Paris-Bâle et les Paris-Strasbourg. Alors, faisons un petit retour en arrière pour situer les choses. Nous sommes dans les années 70. Le chemin de fer commence à être sérieusement concurrencé au point de vue trafic par l'automobile et également pour les grandes lignes, pour les hommes d'affaires, par l'aviation. Et de fait, si le chemin de fer voulait survivre, il fallait faire quelque chose. Et un directeur commercial de la SNCF, Jean Ravel, s'est dit, eh bien, il faut repenser complètement le service de voiture, le transport, autrement dit, des voyageurs. Il fallait un matériel beaucoup plus moderne, un matériel beaucoup plus agréable, un matériel plus confortable, un matériel apte pas à la grande vitesse, mais disons déjà à 160 km/h. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'une nouvelle race de voitures. En fait, l'idée n'était pas nouvelle, elle germait également en Europe sous l'égide de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer, qui a donc permis le développement d'une nouvelle race de voitures. Et côté français, cela a donné une série de voitures, 3700 voitures, que vous voyez ici derrière moi, plus connu sous le nom de Corail. Les Corail, ça a été tout de même la grande révolution dans le domaine des voitures. Pourquoi? Parce que voilà enfin des voitures qui étaient agréables à regarder, des voitures qui étaient confortables, des voitures avec des sièges individuels, vous voyez, on s'inspirait beaucoup de l'aéronautique, des voitures avec un silence de roulement et un confort jusque-là inégalé, dû, et on le verra dans ce DVD, au fameux bogie Y32. Bref, la voiture Corail, c'est des évolutions. Alors, pourquoi Corail? Eh bien, Corail, ça résulte de la contraction de confort rail, Corail. Et un designer de génie, Roger Talon, que vous verrez tout à l'heure dans ce DVD, eh bien, Roger Talon a décidé de peindre les portières d'une couleur différente. Les portières étaient couleur Corail, d'où le nom de Corail. Donc, ce DVD est consacré aux voitures. Dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Le premier film, c'est Un train nommé Corail. Bien entendu, c'est toute l'histoire de la création, de l'avènement de ces voitures Corail. Le deuxième film, qui est l'un des secrets de la réussite des voitures Corail, pour leur confort, le bogie Y32. Vous allez prendre un petit cours de mécanique, mais bien vulgarisé, vous allez voir quelle révolution a représenté ce bogie. 4 bonus. Le premier bonus, l'histoire des voitures. Nous l'avons tourné à Mulhouse, à la Cité des Trains. Vous allez voir, on a reconstitué un peu toute l'évolution technologique des voitures, depuis les plus anciennes du Paris Saint-Germain, qui étaient vraiment des caisses en bois sans aucune protection, jusqu'aux plus récentes, c'est-à-dire les voitures Corail. Deuxième bonus, la maintenance. Un film sur la maintenance précisément des voitures. Le troisième bonus, certains l'aimeraient. C'est un mauvais jeu de mots, mais non, c'est simplement pour dire que l'un des grands progrès des voitures Corail, ça a été la climatisation. Climatisation en première, mais également en deuxième classe. Et puis enfin, un homme, un métier, 4e bonus. Allez, à tout seigneur, tout honneur, nous avons retrouvé un homme de la maintenance, un homme qui a passé une trentaine d'années ici à l'Ourcq, qui va nous faire revivre ce qu'a été son travail et à qui on lui doit également eh bien, la sécurité, c'est Michel Marlier. Oui, mais c'est celui d'en face, là. Voiture 19, il doit y avoir une voiture. Non, non, non. Il y a de la place. J'avais peur pour les stationnements, maintenant. Va partir dans quelques instants. Attention, attention, la fermeture des portes d'accès est automatique. Elle est réalisée immédiatement avant le départ du train. Veuillez, s'il vous plaît, monter rapidement en voiture et dégager les portières pour ne pas jeter la fermeture. Nous vous remercions.
Depuis 10 ans, la SNCF n'avait pas construit de voiture de deuxième classe d'un niveau de confort acceptable. C'est pourquoi il fallait qu'en 4 ou 5 ans, elle soit capable de rattraper le temps perdu et de construire des voitures qui tiennent compte à la fois des aspirations, des désirs, des souhaits de la clientèle de deuxième classe. Le confort qui est offert aux voyageurs dans une voiture de chemin de fer dépend de 3 éléments. Le siège, l'ambiance générale, la température liée à l'insonorisation. Les voitures que nous lui offrons maintenant ont un siège qui a été étudié pour permettre un délassement suffisant au cours d'un voyage de longue durée. Et il a été étudié en particulier pour permettre aux genoux des gens un peu grands de se placer commodément. Ces voitures ont une ambiance étudiée par des spécialistes qui, au moyen de couleurs et de matières nouvelles, rompent avec le matériel traditionnel. Et enfin, ce matériel est doté pour la première fois en Europe, dans les voitures de seconde classe, de la climatisation. La voiture Corail a été étudiée par un groupe de travail pluridisciplinaire créé à l'initiative de la Direction générale de la SNCF. Ce groupe de travail réunissait des techniciens des services du matériel, des services du transport, les représentants du département marketing et un designer. Oui, le terme design, conception d'un véhicule de transport, signifie que les problèmes techniques sont solutionnés, non pas en fonction des seuls aspects techniques et économiques, mais aussi en fonction des usagers. Et ça renverse un peu les solutions traditionnelles qui sont essentiellement techniques. Nous préconisons des solutions qui vont dans le sens notamment des années à venir. Un matériel de transport est fait pour durer une vingtaine d'années. On ne sait pas exactement ce que les gens vont aimer, mais on sait ce vers quoi les gens, de quoi plutôt les gens s'éloignent. On a assisté à peu près à l'épuisement de toutes les gammes pauvres des couleurs, les gammes les plus tristes, les harmonies les plus... je vous dirais la grisaille. Et il y a un phénomène ces dernières années, c'est l'apparition de la couleur, l'éclatement de la couleur. Nous avons pensé qu'un aspect un peu intime favoriserait la détente, notamment, et la relaxation. Une série d'enquêtes a été menée auprès des voyageurs. Et elles ont permis de préciser quels étaient les désirs et les besoins des voyageurs en matière de confort. Nous avons voulu tenir compte aussi de la morphologie de ces voyageurs. Et sur ce plan-là, nous nous sommes heurtés à de grandes difficultés. Aussi curieux que cela puisse paraître, les documents sur la taille et le volume des Français sont peu accessibles. Toutefois, les statistiques de l'armée montrent qu'en 20 ans, les jeunes Français ont en moyenne gagné 10 cm. Sur la base de cette préétude, 2 voitures prototypes ont été aménagées et plus de 2000 voyageurs ont été interrogés. Nous connaissions ainsi les souhaits des voyageurs, mais nous devions tenir compte de contraintes d'ordre économique. Il ne fallait pas que les investissements dépassent une certaine masse globale. Tenir compte aussi des possibilités techniques dans le choix des matériaux, dans le choix du bogie, par exemple. Ces essais avaient pour but de vérifier la qualité de suspension et la stabilité de la voiture. Le matériel qui est appelé à rouler à grande vitesse doit être beaucoup plus soigné que le matériel qui roule à 40 à l'heure ou à 60 à l'heure ou à 100 à l'heure. Et pour ça, les procédés de fabrication sont beaucoup plus évolués, beaucoup plus précis. L'usine, à la réception du produit, va donc contrôler chaque produit rentrant. C'est plier de la matière, soit tirer dessus, soit l'allonger. C'est vérifier sa dureté par un microbillage. C'est vérifier enfin si le métal, à travers sa composition chimique, réagit bien à la soudure. Des contrôles sont faits, radiographiques, micrographiques, en somme tout simplement des analyses chimiques du métal de base. La face latérale de la voiture, qui pèse environ 700 kg et qui mesure 22 mètres,
est embouti sous une presse de 1000 tonnes. Découpé d'abord, puis embouti, de façon à obtenir la précision nécessaire pour le montage des baies. Quel est l'ordre de précision que vous avez obtenu? Moins du millimètre. Les baies nous arrivent montées dans leur encadrement et 22 baies équipent chaque véhicule. Les aménagements intérieurs, autant la moquette que les porte-bagages, que les luminaires, que les sièges, sont montés. Nous avons besoin alors d'une très grande propreté et d'un très grand soin. La SNCF a décidé de climatiser ses voitures première et deuxième classe. La climatisation est obtenue en prenant de l'air extérieur qui est refroidi ou réchauffé suivant les conditions climatiques. Cet air est envoyé dans la voiture sous les baies et en partie récupéré pour être recyclé. Nicole, qu'est-ce qui vous reste comme ressort de bougie Y32 en stock, s'il vous plaît? 2178. Une voiture apparemment simple pour le voyageur suppose quand même la pose de 4000 supports environ. 4000 supports qui serviront à fixer les petits accessoires qui font le confort et la sécurité des voyageurs. Le bogie est aussi une pièce maîtresse du confort et de la sécurité. C'est la sécurité à 100%. La précision qui est demandée sur la carcasse du bogie a imposé de construire des machines qui permettent d'obtenir une excellente précision à partir d'usinage effectué sur plusieurs organes, et ceci simultanément. Certaines vérifications sont faites sur chaque bogie. Les cotes, par exemple, entre les articulations de bielle qui doivent être excessivement précises. Auparavant, la liaison des bogies avec la caisse était assurée à partir de pivots. Ces pivots ont été remplacés par des ressorts de très gros diamètre avec une très grande sensibilité. Ces ressorts assurent une parfaite sécurité et en même temps un confort très amélioré pour le voyageur. Ces voitures, il a été décidé de les engager sous forme de rames homogènes en joignant aux voitures de deuxième classe à couloir central des voitures de première classe, qui pourraient être soit des voitures à couloir central, soit des voitures à couloir latéral et à compartiment. Les voitures à couloir central permettent, en première classe comme en seconde classe, de servir aux voyageurs à sa place, un plateau repas. Mais les études avaient montré aussi que le couloir des voitures traditionnelles était un espace de détente. Et il a été décidé, pour toutes les rames qui font plus de 3 heures de parcours, d'incorporer 2 ou 3 voitures bar corail, qui offriront aux voyageurs un espace où il pourra à la fois trouver quelques consommations, fumer, s'installer avec d'autres voyageurs sur des banquettes circulaires devant de petites tables. Trouver une intimité. Retrouver une intimité. Nous avons le plaisir de vous informer qu'un bar détente est à votre disposition pendant tout le parcours. Vous y trouverez un assortiment d'assiettes froides, des croque-monsieur, sandwichs, café et consommation. Une vente de revues y est également assurée. Merci.
pas ce que je vais en faire de la gamine. Je sais pas ce que je vais en faire. Tu peux pas trouver quelqu'un? Oui, bien penser aux grands-parents. Grand-père, alors? Ah ben, le grand-père, à chaque fois qu'on la lui laisse, il veut pas nous la rendre. Tu comprends? C'est ça le problème. Cher ami, justement, j'évoquais le problème lors de la dernière réunion mensuelle. Mais je n'y étais pas, monsieur. Vous n'y étiez pas? Non, monsieur, j'étais au congrès de Vienne. Oh, c'est chouette ton truc, dis donc. Oh, c'est pas de la laine, c'est une espèce d'acrylique. Le voyageur installé dans un train corail ne se doute pas que son confort, c'est d'abord le bogie. Invisible, il assure le remariage du véhicule avec les rails. Aux exigences de la sécurité, caractéristique primordiale du domaine ferroviaire, s'ajoutent pour les matériels modernes les problèmes posés par l'augmentation de la vitesse et du confort. Ceci se traduit par l'utilisation de ressorts plus souples et une recherche de la diminution des masses non suspendues. Toute la masse du bogie repose élastiquement sur les ressorts primaires situés entre boîte d'essieu et châssis. La caisse de la voiture repose sur les bogies par l'intermédiaire des ressorts secondaires. L'entraînement du bogie est assuré par des élingues munis de dispositifs élastiques, diminuant la transmission des vibrations du bogie à la caisse. Sur les bogies de type plus ancien, l'entraînement était réalisé par un pivot et la caisse reposait directement sur les bogies par l'intermédiaire de deux glissoirs latéraux. Le bogie Y28, antérieur au bogie Y32, et qui équipe les voitures de service intérieur et de grand confort, comporte le même dispositif d'entraînement, mais les ressorts secondaires n'agissent que dans le seul sens vertical. Des bielles pendulaires transmettent la charge et assurent la suspension transversale de la caisse et la rotation du bogie dans les courbes. Dans un but de simplification, sur les bogies Y32, les ressorts secondaires assurent ces trois fonctions: suspension verticale, transversale et rotation du bogie. Autre point caractéristique, la forme en échelle du châssis, motivée par la présence combinée du frein à sabot et du frein à disque pour les vitesses de 160 et 180 km/h. Pour les vitesses égales ou supérieures à 200 km/h, les bogies reçoivent le dispositif anti-lacet et le frein électromagnétique. Afin d'assurer la construction en grande série, l'industrie ferroviaire a réalisé des chaînes de fabrication. Un ressort secondaire de bogie, c'est 10,50 m de fil d'un diamètre de 60 mm en acier rectifié à haute caractéristique. La barre chauffée à 880 degrés pendant 1 heure est enroulée à un diamètre moyen de 380 mm. Ces extrémités seront ensuite découpées au chalumeau afin de présenter des faces perpendiculaires à son axe. Le ressort à nouveau chauffé pendant 2 heures dans un four à atmosphère contrôlée subit la trempe à l'huile. La fragilité due à la trempe sera éliminée par réchauffement à 430 degrés pendant 3h40.
c'est l'opération de revenu. Après meulage des faces parallèles du ressort, un examen aux ultrasons permet de déceler les défauts internes qui auraient pu échapper lors du contrôle initial des barres. Le principe de ce contrôle est basé sur la propriété qu'ont les ultrasons de se réfléchir lorsqu'ils rencontrent une discontinuité de matière. L'opérateur étalonne son appareillage à l'aide d'une pièce présentant des défauts types avant de vérifier la santé du ressort. Afin d'augmenter la résistance à la fatigue, le ressort est grenaillé avant de subir l'examen magnétoscopique qui décélera les éventuels défauts de peau. Enfin, le ressort dégraissé reçoit une couche de peinture. Chauffé ensuite à 300 degrés, il est plongé dans un bain de poudre de rilsan en suspension. Le rilsan fondant au contact du fil chaud forme un film protecteur de 2 à 3 dixièmes de millimètre, très résistant et adhérent parfaitement à la surface. Le ressort est terminé. Il faut maintenant vérifier ses caractéristiques mécaniques. C'est d'elles que vont dépendre en majeure partie la qualité de roulement du bogie. Après avoir contrôlé la hauteur sous charge et la flexibilité verticale, on mesure la chasse. Comprimé, un ressort a tendance à s'écarter de son axe. C'est la chasse. Ce point est important. La voiture reposant librement sur les ressorts, il faudra, au montage, apparier ceux-ci pour obtenir un centrage correct de la caisse. Le châssis est constitué de tôles d'acier soudées entre elles. Leur découpe est automatique. La mise au gabarit exact des flancs et la préparation des chanfreins nécessaires au soudage seront réalisées sur fraiseuse à commande numérique. Les opérations d'assemblage des différentes pièces du châssis ont lieu sur des machines conçues pour le bogie Y32. Elles assurent les conditions optimales de soudage et la constance de la géométrie du châssis. Le logement du ressort secondaire forme la partie centrale des longerons. L'assemblage de 2 longerons, de 2 traverses tubulaires et de la longrine centrale constitue la carcasse du bogie. Après soudage complet, la carcasse subit un recuit de relaxation des soudures à 625 degrés. L'usinage peut alors être réalisé complètement sur une machine transfert universelle à commande numérique.
Cet engin exécute sans tracé préalable les différents usinages pour toute la chaîne des châssis et respecte les positions et les tolérances, avantage par rapport à ce qui était obtenu auparavant avec l'emploi de plusieurs machines, perceuses, alaiseuses, fraiseuses. Chaque châssis est ensuite contrôlé sur un marbre spécial. Les mensurations sont répertoriées sur un document de réception. Le bogie se dessine peu à peu lors du montage des accessoires. Barres anti-roulis, ressorts, traverses, amortisseurs, câbles de sécurité, articulations assurant la liaison bogie-caisse. La traverse facilite les opérations de levage et permet l'échange rapide du bogie. Les deux systèmes de frein combinés, frein à sabot et frein à disque, assurent efficacité et douceur. Le bogie complètement équipé passe sous la presse à tarer pour vérification de ses caractéristiques géométriques et de suspension. Le bogie est maintenant prêt. Pesant 6 tonnes, il va recevoir une caisse de 30 tonnes. Les liaisons se réduisent au clavetage des deux broches d'assemblage, au branchement des conduites de frein pneumatiques et des dispositifs d'entraînement. L'accéléromètre du châssis de bogie tient le coup. Oui, très bien. Le support qu'on a fait, là, c'est parfait. Bon, il y a peut-être la statodine à revoir, non? Oui, je pense que ça c'est raisonnable, quoi. Hein, faut qu'on... Oui, on va peut-être placer un accéléromètre dessus. Oui, peut-être même deux. Hein. Deux aussi? Oui, oui. Y32, comme tous les matériels nouveaux, fait l'objet d'essais systématiques. Caractéristiques de suspension, essais statiques et dynamiques, jusqu'à 5 millions de cycles, permettent de conclure à son bon comportement.
57. Annoncez les vitesses de votre 58 ans. 57. vitesse 260. Pas bien. Ok. C'est bon, Pas bien, ouais. 260. Pas mal, hein? C'est classe 150. 200, normalement, oui. Alors, silo, vous avez quoi? Le silo, en ce moment, j'ai 2 verticaux de caisse. Au cours des essais en ligne à différentes vitesses, on enregistre les accélérations et les déplacements entre caisse et bogie. La vitesse, c'est bon? Oui, ça tient. Bah oui. Compteur à 0,97, marche 215, 1710, Chalon, Épernay. Fin de la zone d'enregistrement. Commandé en 4 ans à plus de 5500 exemplaires, le bogie Y32 équipera la moitié des voitures grandes lignes. Alors, les voitures de voyageurs, comment ça marche? Ou plutôt, nous allons vous raconter, mais dans les grandes lignes, ici, à la Cité des Trains à Mulhouse, l'histoire du développement technique des progrès réalisés tout au long d'un siècle et demi pour le transport des voyageurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le début du chemin de fer, bien, les compagnies ont tout de même eu le souci de prendre en charge des voyageurs dans des conditions de confort et de sécurité au début assez aléatoires. Donc, nous sommes au début du chemin de fer, vous l'avez vu, avec cette Crampton. Nous sommes dans les années 1830-1840. Et pour transporter les voyageurs, eh bien, on n'a rien fait de mieux que de prendre ce que l'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire la technique routière, les caisses de diligence qu'on a placées sur des châssis en bois. En voici un bel exemple. Vous voyez, 1, 2, 3. Ça, c'est un compartiment de diligence qui est posé sur un châssis en bois. Et ce châssis en bois repose sur des essieux métalliques par l'intermédiaire de lames de ressort. Donc ça, c'était en quelque sorte le confort, le luxe. On ne parlait pas de classe encore, mais disons c'est la première classe avec des fauteuils en velours. Par contre, le pop, j'allais dire, le bétail, regardez, la troisième classe, c'était véritablement le wagon de marchandises. Bruno, un petit coup d'œil à l'intérieur. Quand on vous dit que c'était des sièges en bois, c'était vraiment des sièges en bois. Derrière, il y avait un compartiment à bagages, mais surtout, il y avait l'élément de sécurité, c'est-à-dire le frein. La rame n'était pas freinée, seule la dernière voiture était freinée, regardez. Dans sa guérite, il y avait un agent, un serre-frein, et quand il voyait arriver, disons, la gare ou le danger, il lâchait un contrepoids. Le contrepoids en tombant fait tourner la vis déplace les tringleries et les freins sont appliqués. Enfin, il y avait un détail, un signal d'alarme pour les voyageurs. Tout au long de la rame, il y avait une chaînette qui parcourait toute la rame. Et lorsqu'on tirait la chaînette ici, eh bien, ça ne faisait rien d'autre que de libérer un cliquet et la masse descendait, faisait tourner le volant et la vis et déclenchait les freins. Et les choses vont même très vite, puisque dès 1840-1850 commencent à naître des voitures ferroviaires, un matériel spécifique. Ce n'est plus la caisse de diligence posée sur un châssis, mais ça commence à être une véritable voiture. C'est-à-dire, autrement dit, on commence à mettre des parois, c'est-à-dire que le local est fermé et non plus est un tombeau ouvert à tous les vents. On met même des vitres qui peuvent descendre. Quand on a les moyens, et suivant le luxe, on met des petits rideaux en velours. Le confort reste assez sommaire, puisque à l'intérieur, c'est toujours la bonne banquette en cœur de chêne verni, quand il est verni, bien dur. Et pour faire face à l'augmentation du trafic, devant le succès croissant du transport ferroviaire, eh bien, on juge, vous voyez ici, un surélevé avec une impériale. Mais la petite histoire ne dit pas dans quel état arrivaient les voyageurs, puisque c'était en service sur la banlieue ouest de Paris, lorsqu'ils passaient dans les tunnels et avaient le visage couvert d'escarbilles. En 1860 également apparaît de plus en plus la notion de confort. Et vous avez ici, magnifiquement restaurée à la Cité des Trains à Mulhouse, une voiture du train impérial dans lequel voyageait Napoléon III. Mais surtout, ce qui est intéressant à noter à cette époque, c'est qu'on restait toujours dans une construction
classique où le bois était le matériau de base. Regardez, le châssis était toujours un châssis en chêne, un châssis en bois. Une suspension avec des lames de ressort, mais regardez bien, la caisse, elle, était rapportée, mais elle ne touchait pas le châssis. Elle ne reposait que par l'intermédiaire de ressorts à lame, de façon à isoler la caisse du châssis, de façon à ne pas transmettre les vibrations. C'était une façon d'améliorer le confort et l'insonorisation. Et puis à noter également, vous voyez les essieux ici, eh bien, ils n'étaient pas freinés. Donc, le matériau de base dans la construction, toujours vers 1860, restait le bois. Seulement, voilà, la puissance des locomotives augmentant, on faisait beaucoup plus de progrès d'ailleurs dans le domaine de la traction que dans le domaine des voitures voyageurs, eh bien, il y a eu des accidents. Et les accidents étaient terribles parce que les wagons en bois, les structures en bois éclataient et les morceaux de bois transperçaient les voyageurs. Et le premier grand progrès dans la sécurité, ça a été ici, vous le voyez, là, en 1870, regardez, l'apparition, là, d'un châssis métallique riveté. Mais par contre, sur ce châssis métallique, eh bien, la caisse, vous la voyez bien apparente ici, à la Cité des Trains, dans cette coupe, la caisse restait toujours une caisse en bois classique. Par contre, avec l'augmentation du trafic, la longueur des voitures a augmenté. On est passé de 6 mètres au début à 9 mètres et maintenant à 12 mètres. Mais la forme était toujours la même, c'est-à-dire avec un compartiment, une porte, un compartiment, une porte, un compartiment, une porte. Un marchepied à l'extérieur qui permettait de monter facilement. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, eh bien, on ne faisait pas des quais hauts. Enfin, le dernier point, Bruno, suivez-moi, regardez. À l'intérieur des voitures, on voit apparaître ici le chauffage. Premier élément de confort. La façon de se chauffer à l'époque, c'était d'abord des bouillottes d'eau chaude. Puis après, on a mis des briques enflammées que l'on mettait sous les sièges. La petite histoire ne dit pas, un certain nombre de personnes se sont chauffées, leurs parties intimes sont même brûlées. Et enfin, le chauffage à vapeur. Et puis, on réglait le chauffage à vapeur. À l'extérieur, les agents le réglaient, ici, et on passait, vous voyez, les réglages, on allait de -6 à +12 degrés. Nous sommes donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Voilà donc dans quelles conditions ont voyagé nos parents. Regardez, ces voitures, moi je les ai même connues, puisqu'elles ont été en service jusque après la Deuxième Guerre mondiale. C'est avec ça qu'on partait en vacances. Toujours la même construction, ça n'avait pas évolué. C'était un châssis métallique, des voitures de 12 mètres de long, à compartiments séparés, marchepied, mais seul progrès, pour résister mieux en cas d'accident, sur la coque qui était toujours en bois, vous voyez, on avait mis des parois, des tôles métalliques. Par contre, structure tout à fait classique du chemin de fer des débuts, sur le toit, il y avait toujours une vigie pour un agent de sécurité serre-frein et apparaît sur le toit un réservoir d'eau parce que, enfin, il y avait des toilettes. Allez, Bruno, suivez-moi, on part en vacances. Et personnellement, moi, je suis parti en vacances juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans ces conditions-là, vous voyez, 3e classe, on n'avait pas les moyens, c'était toujours des banquettes en bois. Si, petit progrès, on avait mis un léger rembourrage, la moleskine. Et puis là, bien, on était serré à 8 ou 10. Suivez le guide. Regardez bien, Bruno, ça c'était le progrès, le confort, quand on était môme. Regardez, les toilettes avec la chasse d'eau et le réservoir d'eau sur le toit. La petite histoire ne dit pas ce qui se passait l'hiver quand le réservoir gelait. Par contre, pour les conditions de voyage, eh bien, ce n'était pas des compartiments individuels, mais c'était, vous voyez, la salle commune avec ce qui était caractéristique pour nous. Eh bien, on avait beaucoup de bagages quand on partait en vacances. Alors, on empilait les valises en carton dans des espèces de, on appelle ça des racks aujourd'hui, mais dans des filets à bagages. Et la petite histoire ne dit pas ce qui se passait en cas de coup de frein. Nous sommes donc maintenant au début du XXe siècle. La puissance des locomotives augmente considérablement, la vitesse donc des trains augmente, on dépasse couramment les 100 km/h. Seulement voilà, l'infrastructure et notamment la signalisation ne suivent pas, d'où un certain nombre de grandes catastrophes. Et notamment, il se produisait le fait connu de chevauchement en cas de collision, c'est-à-dire qu'un wagon montait sur l'autre et le châssis métallique venait raser, raboter la caisse en bois. Ça devenait intolérable. Et donc, vers 1912-1913, le Paris-Orléans, le PO, avec son bureau d'études, pense à des voitures entièrement
métallique. Seulement voilà, Première Guerre mondiale, les études sont arrêtées. Et il a fallu attendre 1925 pour que soit créé enfin un office central, l'OCEM, Office central d'études de matériel ferroviaire. Autrement dit, une espèce de pool des bureaux d'études des différentes compagnies. Et oui, la SNCF en 1925 n'existait pas encore. Et c'est ainsi qu'a été défini un standard de voiture ferroviaire entièrement métallique, répondant aux nouvelles normes de sécurité et de confort. Eh bien, ce type de voiture, entièrement métallique, vous les avez vues d'ailleurs, elles ont circulé pendant près de 50 ans sur les réseaux de la SNCF. Là, c'est une voiture présidentielle ici à la Cité des Trains. Mais tout y est. Donc, vous voyez, c'est d'abord une voiture très longue, 22 mètres, pesant près de 40 tonnes. Et dans le cas de voitures salon, restaurant, pullman ou wagon-lit, près de 50 tonnes. Et là, on trouve, je voudrais dire, tous les progrès de la technologie. Alors tout d'abord, vous voyez, elle est entièrement métallique. La plupart du temps, les caisses étaient avec des rivets. Vous voyez, on les voit encore, les rivets apparents, ici sur le châssis. Puis, avec le progrès, la caisse a été soudée. Ensuite, progrès remarquable dans le méthode de confort. Vous voyez, enfin, on a des bogies, on n'a plus des essieux, mais on a des bogies. Ça, c'est le type même du bogie des années 25-30, qui est le bogie américain Pennsylvania, qui est à 2 étages de suspension. Vous voyez, la boîte d'essieux, quand elle bouge, elle fait bouger cette traverse col de cygne, qui fait bouger ce ressort, premier étage de suspension, qui transmet les efforts à cette traverse, qui, par l'intermédiaire de ce ressort à lame, le transmet au pivot, à la caisse. Donc 2 étages de suspension, donc un confort de roulement, je voudrais dire, inhabituel. À l'intérieur, bien entendu, maintenant on commence à trouver des banquettes embourrées. Et puis enfin, dernier progrès, l'intercirculation d'une voiture à une autre, vous voyez, c'est enfin l'apparition des soufflets. Et arrive la Deuxième Guerre mondiale, avec la toute jeune SNCF, la moitié du parc des voitures voyageurs détruite, il n'en reste plus que 6 000 sur 12 000. Et de fait, en 1945, la toute jeune SNCF doit reconstruire son parc de voitures voyageurs. Et là, il n'était pas question de continuer avec les voitures au CEM. Le confort était insuffisant, surtout qu'arrivait l'automobile qui concurrençait le chemin de fer, et également pour les hommes d'affaires, soucieux de confort, les débuts de l'aviation. Donc de fait, la toute jeune SNCF devait repenser ses voitures voyageurs. Et elle se souvenait d'une étude réalisée en 1938 avec un organisme qu'on appelle la DEV, Division d'études des voitures voyageurs et des wagons. Et la DEV avait défini un nouveau type de voiture que vous voyez ici, que l'on appelle les DEV. Et donc les DEV, c'était quoi? C'est des voitures entièrement métalliques, des voitures avec des faces presque lisses, des vitres dans le prolongement, des vitres plus grandes, mais également pour des notions d'aérodynamique. Regardez, la particularité, cette espèce de carénage d'une voiture à l'autre qui donnait une continuité à la rame. Et puis il y avait ce style de l'après-guerre, ce modernisme 1950. Allez Bruno, en voiture, vous allez voir l'intérieur. Suivez-moi pour voir le confort des voitures qu'ont connu nos parents et un certain nombre d'entre vous. Et vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que juste après la guerre, souci de modernité, c'était l'époque du formica. Il y en a partout, sur toutes les parois. Donc on retrouve le couloir, les compartiments. Compartiment, ici, 2e classe, puisque la 3e classe n'existe plus. Là, on était à 8 sur des banquettes qui étaient plus en bois, mal rembourrées, mais en moleskine. Et puis, on retrouve, vous voyez, la petite tablette en formica. Et puis, partout, ici, on fumait à l'époque, il y avait des cendriers. Donc, ça, c'est, disons, juste l'après-guerre, les voitures DEV. Est apparu dans les années 50-55 des voitures inox. Vous vous souvenez de ces fameuses voitures? Les Paris-Lille, les Paris-Strasbourg et surtout le Mistral. Le confort s'améliore, l'air conditionné est à bord. On pense également aux hommes d'affaires et apparaissent avec les TE, les voitures rouges, les fameuses voitures grand confort ou confort inégalé que un certain nombre d'entre nous regrettent. Et puis, toujours face à la concurrence de l'automobile et surtout de l'aviation pour les hommes d'affaires, une nouvelle race de voitures apparaît sous l'égide de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer. On va essayer de définir un type de voiture avec une norme européenne, des voitures tout métalliques. C'était une grande révolution, c'est la disparition des compartiments, ce sont maintenant des fauteuils style aviation. C'est en 1965, l'arrivée des corails qui sont toujours en service.
Ouais, bonjour. Moi, je m'appelle Vincent. Je suis rentré au CMM de Lens en 1992 en tant que diagnostiqueur. Donc là, je vais vérifier pas mal d'organes de sécurité sur la machine. Donc tout ce qui est semelle de frein, on regarde l'usure. On regarde s'il n'y a rien d'anormal au niveau fuite d'huile, tout ça. Donc là, je vais me mettre sur le logiciel pour lire les défauts de cette machine-là. C'est un logiciel spécial, conçu par la SNCF. Là, j'ai un isolement de l'onduleur pompe à huile compresseur. Donc ce qui correspond bien au défaut pictogramme qui est allumé. Je suis rentré au chemin de fer avec un bac pro d'équipement d'installation électrique. Mais bon, j'ai eu d'énormes formations SNCF parce que l'électricité SNCF, c'est quand même un monde à part. Donc là, je vais venir vérifier l'alimentation de l'onduleur pompe à huile compresseur qui correspond au défaut qu'on avait vu tout à l'heure. Donc de là, je vais regarder le fusible un peu, pour savoir s'il est bon ou pas. Nous, à Lens, sinon, les horaires, on tourne en 3-8. Donc matin, après-midi, nuit, il n'y a pas de secret. On a été obligé d'installer ce système-là pour les nouvelles machines, nouvelles technologies qui sont arrivées à Lens, car maintenant le client veut de moins en moins d'immobilisation. Une machine arrêtée une journée, ça coûte très cher. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je travaille au CMM de Lens. Je suis opérateur mécanique. Donc j'interviens donc au niveau des remplacements des semelles de frein et ainsi que la visite en général, et notamment les bougies, les suspensions, la caisse. Alors donc là, je vais procéder à un relevé dimensionnel sur les essieux. Les essieux donc posés. Là, en fait, je pose ce qu'on appelle une jauge d'écartement. Il faut savoir qu'il y a une cote de référence et il faut se rapprocher le plus près possible de cette cote. Alors mon prénom c'est Jean-François, je suis soudeur, je travaille à l'UMM Ternier, mon service c'est 5-13, je travaille tout ce qui est sur matériel fret. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est modification de wagon, mais là à l'heure actuelle je travaille sur tout ce qui est renforcement de wagon. J'ai travaillé dans le privé, j'ai vu ce que c'est le privé, donc bon quelque part j'ai voulu changer puis j'ai voulu évoluer. Puis donc c'est pour ça que je suis rentré à la SNCF, mais parce que je voulais une perspective de carrière qui soit plus importante que dans le privé. Parce que je voyais que dans le privé, je stagnais, mais je n'évoluais plus. Bon, là, c'est une position où on a assez de place pour pouvoir souder, mais il y a des moments ou des endroits où vous avez très peu de place pour pouvoir y accéder. Donc il faut plus ou moins, j'irais faire un peu l'acrobate. C'est un métier physique, hein. C'est un métier aussi bien technique, bien théorique, parce qu'il faut quand même aller au fond quand on apprend les choses. Puis il y a aussi le revers de la médaille. Donc voilà, je m'appelle Jérôme, je suis fraiseur sur commande numérique à l'EIMM de Ternier-Longo. Je suis en service normal, donc 7h jusqu'à 16h. Donc là, c'est le changement d'outils automatique. Une capacité de pouvoir mettre 12 outils. Les inconvénients du métier, pour moi, c'est surtout le bruit. Pour ceux qui connaissent le boulot, c'est une machine avec 3 groupes d'axes. Donc 5 axes en fait. C'est quand même assez complexe, quoi. C'est sûr que ça demande beaucoup d'investissement. Mais c'est bien quoi, parce que pour moi ça me plaît quoi. Déjà à l'école ça me plaisait. Et donc là j'ai la chance de faire un boulot qui me plaît. C'est pas donné à tout le monde quoi. Ici les stages, ouais, on a pas mal de stages pour enrichir nos connaissances. Donc c'est pas mal, on a quand même pas mal de possibilités. C'est l'avantage aussi d'une grosse entreprise comme la SNCF. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 26 ans. Je suis embauché à l'EI du Périgord depuis 2 ans. Je suis à PCE, chaudronnerie sur voiture. On travaille sur les voitures Corail essentiellement. On refait la révision générale, on révise les voitures
tout ce qui est oxydation extérieure. Et on refait des nouvelles implantations dans les voitures suivant ce que nous demandent les régions. On nous donne le travail à faire pour la journée ou même pour la semaine. Et après, bon, ça nous gérer, quoi. C'est un travail assez varié parce que bon, on ne fait pas que de la chaudronnerie non plus. Et puis bon, il y a suivant, on travaille avec beaucoup de régions, Rhône-Alpes, Centre, Alsace. Alors suivant les voitures, le travail diffère. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Ça fait 7 ans que j'ai été embauché aux ateliers de Périgueux à la maintenance des voitures corail. C'est un métier qui est assez diversifié puisqu'on touche à la fois à tout ce qui... On ne fait pas toujours la même tâche, ça touche tout le déshabillement de la voiture, le rhabillement. On a un chef de groupe et on prend une voiture de A et on la suit jusqu'à Z. L'agent qui commence à démonter remontera la voiture. Donc il est sûr de ce qu'il a fait. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut s'en prendre que lui-même. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ben là, on arrive dans l'étape où on est en plancher. C'est-à-dire qu'on a déshabillé toute la voiture. On vient d'arracher les dalles. Dessous, il reste un peu ce qu'on appelle du butyl qui est sous la dalle. Et c'est la fin de la phase de démontage de plancher. Ben, cette partie-là est la plus physique de tout ce qu'on fait. Parce que bon, les dalles, ça tient bien. Ça vient relativement durement, on va dire. Mais là, on attaque la phase de remontage, on va réhabiller toute la voiture. On commence par... auparavant, on a collé les dalles au sol et là, on va rhabiller les panneaux, les masques de baie, les grilles et tous les couvre-joints, accessoires qui vont finir un habillement total de la voiture, quoi. Il y a des concours internes qui peuvent nous permettre de passer à un niveau supérieur, accéder au cadre ou au niveau maîtrise. Par examen et ainsi de suite, quoi. Donc il y a possibilité d'évoluer dans la carrière, quoi. Là, on va aller voir une voiture qui est entièrement remontée. Et les sièges vont être posés demain ou après-demain. Donc là, on est dans la voiture entièrement finie, entièrement remontée. Il n'y a plus que les sièges, les mousses et ainsi de suite à poser. Et après, pour nous, c'est fini, elle part. Bonjour, je m'appelle Luc, je suis peintre à la SNCF depuis 5 ans. Mes horaires, c'est... alors là, je suis en journée, c'est-à-dire c'est 7h45, 16h28. Mais bon, on a la chance d'embaucher des fois en décalé. Par exemple, 5h, 13h. Voilà, on fait 8 heures de rang, mais bon, les après-midi, on est chez nous. Puis bon, arrivé l'été, c'est sympa pour aller faire un petit tour à la piscine. Bon, on ne fait pas toujours la même chose. Là, regardez, j'enduis, demain je ponce, après j'irai au tunnel peindre une caisse. C'est varié, c'est un avantage surtout dans le travail, quoi. Donc ça, c'est la partie un peu pénible du travail de peintre. Bon, à cause de l'eau, tout ça, la ponceuse qui est quand même assez lourde, enfin, bon, elle doit faire un peu plus d'1 kilo. C'est bon exercice pour les bras, hein, ça, la musculation pour les bras, c'est impeccable. Là, je peins au pistolet manuel. Donc, parce que bon, on pourrait le faire aussi au robot, mais là, comme la voiture a été juste poncée ce matin à l'eau, donc on a peur un peu qu'il reste un peu d'eau, que ce soit sur la toiture ou dans les jupes. Là, il faut être équipé de la tête aux pieds, c'est-à-dire une combinaison, une cagoule à induction d'air. Donc là, c'est le marquage, c'est l'étape finale d'une des tâches qu'on a à la peinture, c'est-à-dire que la voiture, quand elle est prête à partir, eh bien, on pose ces décalcomanies, ça correspond à tous les organes qu'il peut y avoir sur la voiture. Bonjour, je m'appelle Tony, je suis dépanneur, dépanneur TGV sur le site du Landy. Bonjour, je m'appelle David, je suis également dépanneur sur le site du Landy Centre, la partie traction-freinage. La difficulté là maintenant sur le TGV, c'est que ça requiert différentes technologies quand même.
aussi bien de l'électronique que de l'électricité, que et de la mécanique aussi. Ben, moi, mon métier de base, j'ai un BEP CAP électrotechnique. C'est quoi l'éclairage? Bon, bah là on a bien de l'air. C'est mieux pour voir le protecteur, ça fonctionne. Donc on a bien l'arrivée d'air. Il n'y a pas de fil débranché apparemment. Donc bon, bah, le dépannage, c'est une partie de, on a une partie de visuel, d'ouïe, on sait un peu de tous les sens quoi. De l'odorat, voir s'il y a quelque chose de brûlé. Bon, bah, le visuel, là on constate qu'il n'y a pas de fil de débranché apparemment. Oh, bah, il n'est pas fermé. C'est un métier qui est assez varié où justement on touche un peu à tout. C'est dessus là, 67 volts. Ouais. Et en plus, c'est un métier où on est responsable, on est autonome. S'il y a une rame qui est en panne en province, ça nous arrive d'aller les rechercher, de faire les analyses et puis de savoir si elle peut remonter autonome ou bien s'il faut la remonter sur voie classique. Parce que là, il y a quand même des critères de sécurité, suivant les problèmes qu'on rencontre. Si c'est une tripode, donc là, c'est vraiment immobilisation de la rame, c'est remplacement de la tripode sur place. Donc quand c'est comme ça, on descend avec des gens de la mécanique et on fait une expertise, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être autonome au bout de quelques années et puis bon, la responsabilité, on les présente, quoi. Donc là, moi, je le remets sur normal. Ok, moi ça marche. Bon, je m'appelle Laurent Roux, je suis agent de maintenance au site du Landy. Je travaille en 3-8 de ce qu'on appelle les fosses. Donc le 3-8, ça correspond à un travail de week-end et de nuit. Donc j'entretiens les rames TGV Nord. On travaille par 5 personnes, en équipe de 5 personnes, et on se répartit le travail sur la rame, c'est-à-dire que chaque personne va à un endroit de la rame et remonte toute la rame. Donc on regarde tout ce qui est fixation, tout ce qui est éléments de sécurité, comme la semelle, comme tout ce qui est amortisseur. On regarde les roues aussi, tout ce qui est défaut éventuellement sur les roues. Le métier, c'est de sécuriser les rames par rapport à un pas de visite pour éviter les accidents, les défaillances de rames, les défaillances de pièces, que les trains arrivent toujours à l'heure, partent toujours à l'heure, qu'il n'y a pas d'accident en ligne, qu'il n'y a pas de... La sécurité des voyageurs. SNCF, c'est une grande entreprise. C'est vrai qu'on peut commencer, par exemple comme moi, la mécanique et finir chef d'équipe ou même au-delà, ou changer carrément de métier, ou la SNCF, c'est des milliers de métiers. Donc je vais effectuer une visite des panteaux, donc ce qu'on appelle des pantographes, qui permettent de capter le courant, différents types de courant pour alimenter la rame en courant, pour alimenter les moteurs afin que la rame fonctionne. Donc on regarde s'il n'est pas cassé, s'il n'est pas, les chaînes ne sont pas arrachées. Ah, là il y a un défaut. Donc il n'est pas usé, mais il y a un défaut qui rentre dans les défauts de dépose, dans les critères de dépose. Donc je vais le déposer. Donc c'est vrai que quand il pleut, c'est un peu le côté gênant, quoi. Parce que bon, on ne peut pas attendre la fin de la pluie pour effectuer les réparations. Quand il fait beau, vous êtes dehors, vous avez un beau bronzage. Donc voilà, ça y est, elle est démontée. Donc je la retire et je vais prendre un archet neuf qui se trouve à côté. Les qualités pour ce métier, c'est être attentif, être méticuleux, être disponible quelque part. Parce que c'est vrai que c'est quand même un poste de 3-8. Et puis être autonome. Autonome et débrouillard. Donc voilà, ça y est, l'archet est remplacé. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est fait pour. Donc on n'a plus qu'à continuer. Quand il fait chaud, très chaud, « 50 disparus d'un coup. Le train se découvre un ennemi, la chaleur. On assurera que sous nos climats,
la fenêtre suffirait. Et allez donc mettre 2 Français d'accord. La démence précoce guettait le pays. Pour échapper à la triste alternative de la fonte ou de la folie, on pouvait battre de l'éventail. Il y avait l'Orient Express, bien sûr, mais c'était cher, c'était du luxe, et avec la crise, tout s'en va. Bref, prendre le train en été, c'était l'aventure à ses risques et périls. À ses risques et périls. À ses risques et périls. En même temps, les forces du progrès multipliaient les automobiles. Le spectre noir du déficit croissait au fur et à mesure que les routes bouchonnaient. La SNCF risquait de fondre, faute de savoir garder ses voyageurs au frais. Les bureaux d'études ont planché et il est né. Il a les yeux de sa mère. C'est son père tout craché. Pour assurer la circulation de l'air, des gaines de distribution, une prise d'air extérieure, une reprise d'air intérieure et un ventilateur. Problème. On a beau souffler, quand l'air était chaud dehors, il restait chaud dedans. Cette demi-solution était très insuffisante, d'autant plus qu'à la même époque, on avait déjà dompté le froid. Pontiac, le froid du Grand Nord, chez vous. On s'est penché très sérieusement sur la question. Soit une bouteille placée à refroidir. On peut constater que dans le même laps de temps, derrière, ça chauffe. Pourquoi? Dans ces conduites circule un fluide spécial qui a retiré la chaleur de la bouteille et l'a déchargée derrière. C'était génial. On a adapté. Le bac à glace se loge dans le circuit d'air. Pour être efficace, on piège la chaleur de l'air sur la plus grande surface possible. 70 mètres carrés repliés en ailettes, comme dans un radiateur automobile. L'air se répartit sur le bloc. Le fluide absorbe la chaleur, passe dans le compresseur et la décharge dans le condenseur. Pour augmenter le rendement, même principe. Là encore, on adjoint un bloc radiateur soufflé par des motoventilateurs. Le fluide déchargé retourne à l'évaporateur. L'air ressort frais. Désormais, entre chaud et froid, c'est une histoire d'amour. Pour notre plus grand bonheur, grâce à la reprise d'air intérieur, l'air qui arrive sur l'évaporateur est moins chaud. Grâce à ce petit volet commandé par un servomoteur, quand il fait vraiment trop chaud dehors, l'admission d'air intérieur plus frais est privilégiée. Un filtre au niveau de la prise d'air extérieure et un en amont de l'évaporateur nous protège de la poussière. Notre production d'air frais est distribuée dans les voitures par des éjecto-convecteurs. La tuyère d'éjection crée une aspiration qui assure en même temps un brassage efficace et une sensation d'air agréable. C'était encore une fois compté sans les passagers. Le métabolisme humain étant ce qu'il est, ils expirent de l'air vicié qui pollue l'air ambiant. On l'extrait par 2 gaines partant des WC et aboutissant au convertisseur statique, véritable centrale électrique qui fournit en énergie tous les éléments de la voiture. Au passage, l'air vicié entraîne avec lui la chaleur dégagée et est expulsé. La boucle est bouclée, rien ne se perd, tout se transforme. Le paradis. Et pourtant, la climatisation a un ennemi, la poussière. Présente partout, elle bouche les filtres et bloque la circulation de l'air. D'où l'importance d'un entretien régulier. Le filtre a un sens. Il arrête d'abord les grosses poussières, les moyennes, les petites.
Monter à l'envers, les grosses, le colmate rapidement. Un filtre inadapté, trop court par exemple. Impossible. Comment impossible? Impossible, je vous dis. Impossible. Il n'y a rien qui vous choque. Bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est de la faute au constructeur, il y a plusieurs types. Mon Dieu. Pourquoi faut-il que ça soit toujours la faute des autres? En tout cas, la poussière encrasse l'évaporateur, ralentit les échanges de chaleur, le bouche et le circuit disjoncte. Il faut le nettoyer à l'air comprimé. L'intervention est délicate et longue. Quant au condenseur, il s'obstrue en profondeur. La poussière forme comme un manteau, le fluide ne peut plus décharger sa chaleur, le circuit disjoncte. Il faut le nettoyer au jet d'eau jusqu'à ce que l'eau ressorte claire sur l'autre face. C'est long et parfois fastidieux. Même inconvénient côté éjecto-convecteur. Grille bouchée, air pourri. Côté convertisseur statique, encrassement, risque de surchauffe et inconfort dans la voiture. Malgré toutes ces précautions, une poussière résiduelle s'accumule dans les gaines que l'on doit nettoyer périodiquement sous peine de réduire la prévention à néant. La climatisation est une lutte dont vous faites tous partie. Miguel Marié est aujourd'hui à la retraite, mais il a tout de même passé près de 30 années de sa vie ici à l'atelier de l'entretien. C'est là où vous avez débuté. Hein. C'est là que j'ai débuté en 74, en avril 74. Ayant un CAP de tourneur, j'ai commencé par le tour en fosse pour reprofiler les essieux des voitures corail et aussi bien les machines que les wagons et tout ça. La voiture arrivait en bout, était entraînée par un chariot de tirage. On les amenait jusque sur le vérin hydraulique. On soulevait la voiture corail à certains niveaux qu'on calait et après on redescendait l'essieu qui était reporté sur des calages et après on reprofilait avec la machine. Alors on était deux dans la fosse pour reprofiler le bandage de l'essieu. Et puis après, vous êtes passé à la maintenance des voitures, enfin les voitures voyageurs, quoi, ce qu'on appelle les corails. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors ça consistait bien sûr à faire l'entretien de tous les organes de sécurité au niveau de la suspension des corails ou des roulements des corails. Ça consistait à vérifier la suspension primaire et secondaire de l'état des ressorts et de l'état de la suspension. Ça correspondait aussi au suivi des tables de roulement, des essieux, pour voir s'il y a des défauts sur la table de roulement, pour améliorer le confort des voyageurs. Et aussi, ça consistait à voir la fermeture des portes. Une voiture est vérifiée tous les combien? C'est-à-dire, c'est comme une voiture, il y a les révisions programmées, à peu près. Pour une voiture corail, c'est tous les combien? Environ 350 000 km. Alors, tous les 350 000 km, il y avait des opérations de VG, GVG ou GV1. Voilà, de grandes visites, des visites générales, etc. Exactement. Et puis alors, il y a des opérations, je voudrais dire, de maintenance courante. Le contrôleur signale la clim ne marche pas, l'éclairage ne marche pas. Et donc, on rentre ici en atelier et vous procédez aux réparations. Disons qu'il y a un carnet de bord dans chaque véhicule. Et disons qu'à Paris-Est, des gens annotent le carnet de bord et nous signalaient tout ce qui ne fonctionnait pas au niveau de la voiture. Alors on intervenait soit en rame ou soit en atelier, suivant la conséquence de l'entretien qu'il va à faire. Est-ce que vous êtes bricoleur dans l'âme? Très bricoleur dans l'âme. Ah, c'est mon péché mignon. Je suis un touche-à-tout.
Il faut être bricoleur, mais également il faut connaître les pièces détachées, parce qu'il y a le rayon pièces détachées ici. Tout à fait, tout à fait. Alors, quand on fait un entretien de chaque véhicule, ça demande des pièces détachées. Alors, vous voyez, ici, vous avez des housses sur les voitures corail. Aussitôt que la voiture a passé en révision, il faut démonter toutes les housses et les remplacer. Alors, vous voyez, vous avez des stockages de housses pour le remplacement pour chaque véhicule. Alors, chaque housse est différente, c'est suivant la série des véhicules qu'on entretient et voilà. Alors, là derrière vous, là, c'est... Alors c'est pareil, là vous avez pour certaines corail VU, VTU, pour les types de housses qui sont commandées et stockées ici. Voilà. Il n'y a pas que ça. Ah ben il n'y a pas que ça, non. Il y a différentes pièces électriques aussi. Vous avez les tubes néons, vous avez les ampoules, vous avez tout ce qui est pièces mécaniques, électriques et tout ça qui sont suivies par toutes les équipes. Alors ça consiste bien sûr à avoir toujours le stock disponible. Il ne faut pas qu'on laisse tomber une voiture parce qu'on n'a pas de pièces de rechange. Il faut toujours avoir un stock minimal qui est au niveau de l'atelier pour entretenir les véhicules de la SNCF. Alors voilà. Alors aussi, pour entretenir les véhicules, on a des livrets de dépannage. Voilà, ici on a la voiture d'Express VTU 75, un quadri courant, le tome 2. C'est un livret de dépannage. Alors ce livret consiste, disons, à faire l'entretien des véhicules. Les gens ne font pas n'importe quoi au niveau de l'entretien. Ils sont obligés de se référer à un document officiel. Et ce document, voilà, ils le lisent avant le dépannage. Alors voilà, vous avez des plans de dépannage. Alors tous les agents qui travaillent sur une voiture et qui consistent ce type de dépannage, ils ont des plans pour se référer, pour dépanner le véhicule. Voilà. Alors tout dépannage a son propre livret. Suivant le type de véhicule que c'est. Bon, j'imagine que comme dans tout métier, il y a les bons et les mauvais moments. Alors les mauvais moments, c'était quoi? Les coups de bourre là, Oui, c'était vraiment les coups de bourre. C'était surtout le jeudi soir ou le vendredi où qu'il fallait un certain nombre de voitures qui soient prêtes à remettre en rame. Et alors là, des fois, il y avait des paroles assez... Des jolis noms d'oiseaux. Voilà. Parce qu'on ne pouvait pas, disons, sortir les voitures en temps et en heure. On a eu des problèmes avec les coffrets de haute tension qui n'étaient pas étanches, qui étaient revus par la société Alstom parce qu'il y avait des problèmes d'étanchéité. Et quand il y avait de la neige, ça entraînait l'arrêt complet des convertisseurs et tout ça. La neige rentrait dans les circuits et ça faisait des courjus. Ça faisait des courjus. Les clims aussi, quand il a fait très chaud. Quand il a fait très chaud aussi. Alors les compresseurs n'étaient pas assez puissants. Alors les compresseurs grillaient sans arrêt. Ça entraînait une charge très lourde au niveau de maintenance des voitures. Nous, on ne pouvait pas se permettre de laisser sortir une voiture sans qu'elle ait vraiment à 100% au niveau de la sécurité. C'était la priorité absolue déjà de savoir qu'une voiture roule en parfaite, harmonie au niveau de la sécurité. Finalement, c'était un métier, c'était une passion. C'est un métier passionnant, la maintenance. C'est sûr que c'est un métier très passionnant, parce qu'on touche à tout, et aussi bien de la mécanique, l'électrique, du confort, de la sécurité, surtout la sécurité. Si vous aviez des conseils à donner à un jeune, est-ce que vous pourriez dire à un jeune, allez, faites de la maintenance, vous allez voir, c'est pas ingrat, c'est passionnant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui devraient être, attirés par ce type de métier, qui est très mal connu aussi, bien sûr, parce qu'on n'a plus beaucoup d'écoles de formation au niveau de la SNCF, mais c'est vrai que c'est très méconnu au niveau des lycées techniques, de la maintenance. Les gens ne savent pas comment on fait une maintenance de voitures corail ou de tout ce qui roule au niveau de la SNCF. Ça vous manque pas maintenant d'avoir quitté ce métier qui était passionnant? Disons que oui, ça manque un peu. Disons que la première année a été très difficile. Bon, après, j'ai trouvé d'autres occupations. Et puis, ça passe, quoi. Mais enfin, quand on voit
au niveau des actualités, tout ça, au niveau disons des essais des trains, c'est incroyable la technologie qui est très poussée actuellement. Voilà. Vous êtes fier d'avoir fait ce métier? Très très fier, oui. Disons que j'ai quitté le privé, j'ai travaillé dans le privé pendant 8 ans, mais j'ai été bien content de rentrer dans la maintenance du matériel de la SNCF.